So, vielen Dank an Marie Dumont und Henning Mamula für diese sehr freundliche Einleitung des heutigen Abends. Zum 4. Mal heißt es Literatur mit Essen auf Einladung vom Institut Pierre Werner und das in Zusammenarbeit mit den Rotondes. In diesem Falle dann, wie auch schon angeklungen ist, mit sehr viel Kriminalliteratur, sehr schwarzen Erzählungen und teilweise auch Blut, das fließen wird. Ich hoffe, dass das gute Essen Ihnen deswegen auch nicht im Halse stecken bleiben wird. Das wäre nämlich schade. Da muss man trotzdem dazu sagen, falls das passiert, seien Sie nicht böse. Es wäre nur der Beweis für eine sehr, sehr gelungene Kriminalliteratur, die einem nicht nur das Essen im Halse stecken lässt, sondern vielleicht auch noch den ein oder anderen Schauer den Rücken runterjagt. Ich werde mir auch Mühe geben, das, was heute Abend gesagt wird, jeweils in Deutsch und Französisch zu wiederholen, damit auch jeder das verstehen kann. Donc, pour la 4e fois, ce sera une soirée littéraire organisée par l'Institut Pierre Werner en collaboration avec les Rotondes. Cette fois-ci, ce qui est spécial, c'est qu'il y aura exclusivement, disons, mais peut-être pas, on va voir, de la littérature noire. Donc, il y aura du sang qui va couler. Et j'espère que tout de même, vous aurez un bon appétit et que vous allez pouvoir déguster de bonnes choses ce soir, accompagné de la bonne littérature. Et on va commencer par un premier duo qui est basé au Luxembourg. C'est donc Enrico Lunghi et Serge Basso qui ont écrit chacun pour soi déjà quelques livres qui touchent à la culture, au monde luxembourgeois. Serge Basso qui écrit aussi des pièces de théâtre et qui se sont mis ensemble pour écrire des policiers, des romans noirs sous le pseudonyme de Basso Lunghi. Donc même les acteurs les plus avertis en littérature du Luxembourg ne savent toujours pas si Basso ou Lunghi est le prénom. On ne le sait pas. Voilà. On va peut-être trouver la bonne réponse ce soir. Also Enrico Lunghi und Serge Basso sind sehr bekannte Menschen des Luxemburger Kulturlebens. Sie haben beide auch vorher schon einzeln geschrieben über zum Beispiel die Kultur in Luxemburg, aber auch andere Themen. Serge Basso hat auch Theaterstücke schon verfasst und dann haben sie sich eines Tages, und darauf kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen später am Abend, zusammengetan und gesagt, jetzt schreiben wir zusammen einen Roman noir. Der erste, der hat geheißen Les Dessous de la Vierge à l'Enfant. Das war ein Roman noir polychrom, ein mehrfarbiger schwarzer Roman. Das zweite Werk heißt Ja des fausses notes dans la 5e. Das ist ein Roman noir désaccordé. Es gibt also Unstimmigkeiten in der 5., die 5. von Beethoven, und es ist das zweite Werk mit dem Kommissar Wagner, der ermittelt. Dieses Mal gibt es eine Leiche in der Philharmonie in Luxemburg und Sie beschreiben das sehr schön auch, wie die Menschen ankommen für dieses Konzert. Es ist ein sehr erwartetes Konzert, 23. Dezember. Jeder lässt zu Hause extra alles stehen und liegen, hat den Christbaumschmuck vielleicht schon aufgehängt und macht sich in die Philharmonie, um ja dieses eine Konzert nicht zu verpassen. Donc, cette fois-ci, on va se mettre dans le bain avec le deuxième roman du duo d'écrivains Basso-Lunghi qui se passe à la Philharmonie au Luxembourg. Il est titulé Il y a des fausses notes dans la 5e et le sous-titre c'est Roman noir désaccordé. Donc il n'y a pas que des fausses notes, mais il y a d'autres choses qui vont mal. Donc il y aura quelqu'un qui sera assassiné au cours du concert qui est le 23 décembre. Donc tout le monde a quitté ses préparations pour Noël pour se rendre à la Philharmonie, certainement aussi pour être vu et pour voir. Et donc la soirée va tourner autrement que l'inspecteur Wagner ne pensait auparavant. Je pense que c'est l'instant pour vous, messieurs Basso Lunghi. S'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là et merci pour l'invitation. Merci pour l'introduction. Je dis la même chose que lui. C'est toi le nègre ou moi? Oui, c'est toi, je ne sais pas. Non, je sais plus. On dit que c'est toi ce soir? Oui, d'accord. D'accord. Okay. Donc, on va commencer. On va vous lire le premier chapitre. Il y a de fausses notes dans la 5e. Roman noir désaccordé, les 4 saisons de l'inspecteur Wagner, hiver. Chapitre solo. Concert de Noël.
il est parfois difficile de ne pas arriver en retard. L'hiver est paranoïaque. Il tient toujours à affirmer sa suprématie, quoi qu'il en coûte en rhume, pneumonie et engelures diverses. Et c'est pourquoi il faisait ce triste soir de givre et de décembre un froid de canard, voire d'ours blanc, sur la capitale du Grand-Duché de Luxembourg. Il faisait si froid qu'on se serait cru en Lorraine. Moins de 15 degrés Celsius au thermomètre officiel de Luxembourgville, pour presque moins 18 sur le reste du pays. Preuve irréfutable que tout le territoire grand-ducal ne profite pas de la chaleur humaine de la capitale. Devant l'entrée du parking de la Philharmonie, des limousines bien élevées, certaines avec immatriculation corps diplomatique et chauffeurs en tenue réglementaire, équipés de pneus de saison tout aussi réglementaires, faisaient la queue. C'était soir de récital, et ceci expliquant cela, il y avait une certaine logique à cette longue file de véhicules qui patientaient, moteur au ralenti. En effet, tous les spectateurs, à l'exception d'un couple venu avec le bus à accordéon spécialement affrété pour la circonstance, se devaient, prestige oblige, de se rendre au concert en limousine haut de gamme, synonyme de vie soi-disant réussie. Dans un souci concret de participer un peu plus activement au réchauffement climatique, les pots d'échappement exhalaient, au regard du temps sincèrement hivernal, une fumée blanche de mauvais aloi, parfaitement chargée en gaz carbonique et en particules fines idoines. Patiemment, avec une régularité digne de son statut, le parking avalait toutes ces belles berlines noires. Au milieu de cette lente cohorte responsable et solennelle, une voiture détonnait cordialement. C'était une modeste Fiat Panda bleue que conduisait Sandra, une jeune journaliste. Elle était là, mandatée par son magazine culturel ébranché pour couvrir l'événement. Car événement il y avait. Le directeur par intérim et de fait provisoire de la Philharmonie, un Géorgien au nom imprononçable, avait eu pour sa prise de fonction l'idée d'innover. Il avait décidé d'organiser pour la première fois un concert de Noël dans le temple accrédité de la musique au Luxembourg. Voilà pourquoi nous pouvons assister, ce glacial et pré-noëlique. Là, je t'interromps, Serge, parce qu'il y a une note de bas de page, et d'ailleurs, il y a plusieurs notes de bas de page dans tout dans le livre, certaines des auteurs, certaines d'un rédacteur très pédant, et certaines d'un éditeur un peu chiant. Et donc cette note-ci, c'est la troisième déjà, et elle dit, c'est une note des auteurs, « Nous le savons », c'est au sujet du mot pré-noélique, « nous le savons, chers lecteurs érudits et esthètes, que le mot n'existe pas, mais on s'en fout. On n'est pas là, on n'est pas à un néologisme près, et de toute façon, nous avons, comme pour le premier opus de nos aventures policières, décidé de n'en faire qu'à notre plume. Ceci n'est que le début, on vous le promet, et on va néologiser, calembourdiser, mauvais jeu tomotiser, quand bon nous semblera, et on osera tout sans remords aucun. Je reprends. Et voilà donc pourquoi nous pouvions assister, ce glacial et pré-noélique, lundi 23 décembre de l'an de grâce 2013, à l'engloutissement parkinésien de limousines, à des montées glissandeuses par le public pressé des marches gelées de l'édifice majestueux, entouré de 1000 colonnes, et à l'arrivée Fiat Pandesque de la belle Sandra. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de lire la première saison de notre œuvre, il est important de rappeler que la belle Sandra, au sein ravageur et au sourire voluptueux, est l'amoureuse de l'inspecteur Wagner, l'as de la brigade criminelle du Grand-Duché et grand pourfendeur devant l'Éternel de criminels en tout genre. A priori, personne n'aurait misé un kopek, et encore moins quelques milliers d'euros, sur la possibilité de voir deux personnalités aussi dissemblables former un couple uni et monolithique. Mais aujourd'hui, Sandra et son inspecteur affichaient un bonheur d'être à deux absolument indécent dans ce monde de solitude peuplé de célibataires,
de couples usés et de parents séparés. Sandra avait, au cours des mois de liaison commune, initié Wagner à la florissante vie culturelle luxembourgeoise. Et s'il réchignait toujours un peu, plus par habitude que par principe, à fréquenter des lieux culturels, il n'exprimait plus cette aversion chronique qui le caractérisait si bien lors des prémices de leur liaison. C'est pourquoi, quelques jours plus tôt, lors d'un repas en tête-à-tête, alors que Wagner ouvrait une bouteille de bon vin, tout concentré qu'il était à regarder, en amateur éclairé, le tire-bouchon s'enfoncer dans le liège, elle lui avait dit « À la rédaction du journal, on ne parle que du prochain récital à la Philharmonie. Ça fait jaser dans les chaumières. C'est au mieux un sacrilège pour les bien-pensants luxembourgeois, au pire une façon de leur gâcher leurs vacances en Autriche. Ce sera une soirée très mondaine et ma rédactrice en chef tient absolument à ce que j'écrive un papier là-dessus. » Et tout en appuyant volontairement sur ces deux derniers mots, elle sortit 2 billets de sa poche. J'y serai pour travailler, mais je suis heureuse d'entendre en direct la 5e de Beethoven. Comme tu es libre ce soir-là, tu vas pouvoir m'accompagner. Comme je ne suis pas bien pensante et comme tu ne pars pas en vacances, ce ne sera pas un sacrifice important. En fait, pour faire bref, tu n'as pas le choix. Le tire-bouchon s'arrêta net. Tu ne peux pas savoir combien ça a été difficile d'avoir ces 2 invitations. C'est tellement the place to be que même pour la presse spécialisée, il a fallu batailler ferme. Nous serons-tu devant, sur le côté, nous verrons bien les musiciens. Et promets-moi, pour une fois, de ne pas être en retard. Un sourire apparut sur le visage de Wagner et le tire-bouchon reprit sa pénétration circulaire. Au bout de quelques secondes, un plop libérateur, attendu et apaisant, se fit entendre. Comme dit l'autre, qui ne dit mot consent. Et c'est donc au sympathique bruit d'une bouteille qu'on débouche que tout a commencé. Mais revenons à nos limousines communes et à notre Fiat Panda original, car les mots filent et le temps aussi. Et pendant notre digression tire-bouchonnesque, Sandra avait eu le temps de garer sa voiture, de monter directement du parking au hall de la Philharmonie et de déposer, entre 2 fourrures de bonne société, son manteau prolétarien au vestiaire. Il ne lui restait qu'une chose sensée à faire, attendre Wagner. Et c'est ce qu'elle fit avec un pragmatisme qui pourrait aujourd'hui encore, pour tout pragmaticologue reconnu, faire cas d'école. Elle en profita pour observer la faune présente. Dans un coin réservé du patio, un groupe de notables de catégorie 1, en nœuds papillons et robes de soirée, sirotait, du bout des lèvres, un champagne estampillé champagne. Sandra reconnut quelques personnalités importantes du monde politique et de la finance. Le gong résonna une première fois. Personne ne sembla y accorder une importance fondamentale. Seules quelques personnes, d'un train débonnaire et fort convenues d'habitués, décidèrent de gagner leur place. Sandra était inquiète. Wagner n'était toujours pas là. Elle regarda avec espoir son écran de téléphone. Il n'affichait aucun wagneresque signe de vie. Au 2e gong, il y eut comme un frémissement dans la foule des attardés qui se dirigèrent, dans un élan collectif et néanmoins ordonné, vers la salle. Seul le groupe de notables ne sembla pas avoir entendu l'appel. Devant leur verre, ils continuaient, en maître du temps, à détricoter le monde. Il n'y avait plus qu'eux et Sandra à l'extérieur de la salle quand le 3e gong retentit. Alors, comme victimes d'un réflexe pavlovien, ils se turent d'un coup et allèrent, d'un pas sûr et responsable, occuper leur place. Sandra demeurait seule, désemparée et fâchée du retard de son compagnon. Mais il était trop tard pour l'attendre. Il fallait entrer sous peine de manquer le début du récital. Le message, préenregistré avec l'habituelle annonce concernant les téléphones portables, s'est terminé quand elle atteignit son fauteuil. Elle s'installa, ne sachant pas si elle était plus en colère qu'inquiète de l'absence imprévue de son amoureux. Enfin, qu'importe, elle devait profiter du concert. La lumière commença à baisser lorsque la porte de la salle s'ouvrit pour laisser passer Wagner.
Il tenait, comme un sésame, son billet et son insigne à la main, ce dernier lui ayant probablement été utile pour entrer hors délai. Une ouvreuse lui indiqua s'arranger. Il s'y précipita, pressé, et dérangea au passage quelques spectateurs confortablement assis et déjà disponibles à l'écoute. Il prit place directement, et, rouge d'essoufflement et de confusion, se tourna vers Sandra. « Excuse-moi, tu ne vas pas me croire, mais il m'est... » Chut, firent en chœur les voisins outragés par le manque de civilité de cet individu sans gêne et sans classe, qui avait en plus l'outrecuidance d'arriver en retard. Et le concert commença. C'était une première partie de circonstances, facile et sans enjeu, digne du kitsch officiel de toute période de Noël qui se respecte. Wagner n'arrivait pas à se concentrer sur la musique. C'est quand même moins fun et plus assis qu'un concert des Stones, pensa-t-il, en cherchant la main de sa chère et tendre qui sentait irritée à côté de lui. La pause vida lentement la salle. Quand ils se retrouvèrent dans le hall, Sandra, un sourire ironique au coin de l'œil et un regard malin sur les lèvres, ne put s'empêcher de dire « Tu as encore trouvé le moyen d'être en retard ?»« Oui, mais j'ai des circonstances atténuantes. »« Comme à chaque fois. »« Ce n'est quand même pas ma faute si je suis flic et si... » Quoi, il y a eu un meurtre juste avant ? Non, c'est encore plus con que ça. Un meurtre, au moins, ça aurait du panache. Ça placerait mon retard dans une dimension acceptable. Un meurtre un soir de concert, ça serait chic. Ça ferait Agatha Christie et justifierait les énormes émoluments que l'État m'octroie. Mais là, c'est... Raconte et sois bref. Au bureau, j'allais partir pour prendre la navette mise à la disposition des spectateurs quand Verdi s'est proposé de m'emmener en voiture de service. Ça l'amusait beaucoup de cette idée d'arriver à la Philharmonie en voiture étiquetée police grand-ducale. J'avoue que moi aussi. Mais en chemin, dans une ruelle à sens unique, en raison d'un chantier en cours, 2 voitures, juste devant nous, se sont rentrées dedans. Elles ont glissé sur une flaque d'eau gelée. Un accident bête et sans gravité. Mais comme on était de fait dans une voiture officielle, on a dû faire le constat et tout le tout-team. Et je suis arrivé en retard. Je crois qu'il faut que je devienne philosophe. Tu ne le fais pas exprès, c'est ton destin. Tu seras toujours en retard. Oui, excuse-moi, désolé, mais ça n'a rien à voir avec mon destin. C'est une maladie professionnelle. Comment ça ? Par rapport au meurtrier, un flic de la criminelle est toujours en retard. L'assassin frappe d'abord et il intervient après. Ça arrive parfois qu'ils se rencontrent en fin de parcours, mais je connais peu de collègues qui ont su arrêter un coupable avant qu'il ne passe à l'action. Alors à force, ça s'inscrit dans l'ADN. C'est totalement darwinien, une sorte d'évolution de l'espèce policière. On attrape le gène du flic et on est toujours en retard. Crois-moi, c'est une maladie chronique et quasi incurable. Te voilà prévenu, tu peux demander le divorce. Faudrait-il encore que l'on soit marié ? Mais justement... Merde ! Quoi ? Le commissaire, j'aurais dû me douter que c'était le genre de raout où il vient obligatoirement traîner sa cravate. Et alors, il a le droit d'aller au concert ? Oui, et il m'a vu. Je crois que cette fois-ci, tu n'échapperas pas à la présentation officielle. Et merde ! C'est justement ce que je disais. Effectivement, le big chief du polissariat de Luxembourg City s'approchait, tout sourire dehors et la main tendue. « Ben alors, toi ici, un pingouin au Qatar m'aurait moins étonné. Tu me diras, ce n'est pas la bonne image, vu que tu es le seul bipède de spécimen mâle qui n'est pas habillé en noir et blanc ce soir. Ah, mais tu vas enfin me présenter ta dulcinée. Tout le monde m'en parle et tu me la caches depuis tout le temps. » Qu'on nous accuse de ne pas décliner ici le dialogue d'une commune banalité qui s'ensuivit, mais notre histoire a d'autres priorités. Entre présentations réciproques, échanges de civilité, anecdotes professionnelles, avis musicologiques surfaits, considérations obligatoires sur la météo bancale, invitations à aller écluser un verre de champagne au bar et salutations diverses à quelques notables en smokiné, le temps officiel imparti à l'entracte passa sans événement digne d'être consigné dans un livre d'une telle intensité dramatique. Et, avec quelques minutes de retard, le gong se rappela au public. Il était temps pour chacun de regagner sa place pour la suite de la soirée. Comme un rituel immuable, la salle se remplit doucement. Les fauteuils s'affaissaient sous le poids de tous ces honorables fessiers. Le gong sonna une seconde fois.
tout bruissé et brouhahaisé avec élégance de ceux qui savent parler à volume raisonnable. Le gong s'imposa pour une troisième et dernière fois. Les lumières diminuèrent, la tension monta, et le silence, d'un coup, retentit de toute sa puissance. Il prit de l'envergure, se rendit maître des lieux, malgré les quelques éternuements de circonstance. Il était tendu d'attente. Tout le monde était curieux d'entendre cette fameuse cinquième dirigée par une jeune chef d'orchestre, peu connue, mais à la réputation prometteuse. Tout le monde était curieux, mais personne n'était prêt à pardonner la moindre erreur, car tous, ici, avaient dû, pour être là, interrompre leurs préparatifs du réveillon ou reporter leur départ en vacances. On en voulait pour les concessions faites. Ça se sentait, ça se savait. Il n'y aurait aucune pitié. Chacun était sur ses gardes, prêt pour l'hallali. La chef entra sur scène sous des applaudissements convenus et serra la main à son premier violon. Sans obséquiosité aucune, elle s'inclina devant l'assistance avec élégance, puis se retourna, monta sur l'estrade, regarda attentivement la partition posée devant elle. Concentrée, elle leva sa baguette, et le temps d'un soupir, les premières et célèbres 4 notes éclatèrent. La salle était toute oreille. Tous et toutes, et Sandra la première, étaient en attente de la musique. Tous et toutes, sauf Wagner, qui, fidèle à lui-même, observait avec son acuité de vieux flic le spectacle du spectacle. Il scrutait un à un les musiciens, histoire de compléter son catalogue intérieur de physionomie. Il suivait les moindres mouvements de la chef d'orchestre. Il cherchait et reconnaissait, ici et là, dans les premiers rangs, tel homme ou telle femme politique. Il savait, dans l'ombre des balcons, ces hommes d'affaires et ces potentats qui faisaient rarement la une des journaux, mais qui faisaient souvent la une des affaires du monde. Wagner eut un sourire ironique de se savoir là, bien placé, invité à ce concert, à côté de ces puissants qui profitaient de la faiblesse et de l'ignorance des peuples, lui, l'humble détrousseur d'indices et pourfendeur des assassins de bas étage. Il en était là de ses observations et de ses pensées, quand il crut deviner sur 2 balcons voisins comme un léger remue-ménage. Personne ne semblait apercevoir ceux qui, eux aussi, n'étaient pas là pour la musique, mais certainement pour les affaires, le pouvoir et la vanité. C'étaient les dernières mesures de la symphonie. Wagner n'en savait rien. Et il observait de nouveau la chef d'orchestre. Soudain, celle-ci sembla hésiter, un peu agacée, voire perturbée ou fâchée. C'était imperceptible, mais l'expérience et l'instinct de Wagner lui avaient fait sentir quelque chose de louche. Les derniers coups de timbale du final retentirent. Il y eut comme un long silence d'observation réciproque. La jeune femme resta immobile. Elle attendait la consécration ou la mise à mort. Tout était suspendu au moindre frémissement de la salle. Puis, d'un coup, il y eut un tremblement fantastique. La salle conquise se leva, quasi unanime, pour une standing ovation. Wagner était prêt à remiser ses doutes en pertes et profits, mais l'attitude de la chef d'orchestre le perturba. Celle-ci dévisageait ses musiciens en fronçant les sourcils, comme si elle cherchait une erreur quelque part. Mais les applaudissements soutenus la rappelèrent à l'ordre et elle se retourna vers l'auditoire pour savourer son triomphe et la réussite de son examen de passage. Après la 3e salve d'applaudissements, la salle commença à se vider. Wagner regagna le hall, son manteau à la main, tandis que Sandra allait faire la queue au vestiaire pour récupérer le sien. Il continuait ses observations. Tout ce beau monde qui, après avoir écouté pendant 3 quarts d'heure un chef-d'œuvre qui le séparait un peu du chimpanzé moyen et qui retournait vaquer à ses occupations diverses, l'amusait. Un couple isolé traversait le boulevard pour atteindre la navette vide. Quelques groupes s'attardaient encore pour les bises et les poignées de main d'usage.
Les premières limousines sortaient calmement du parking, fiers de leur importance. Tout semblait se dérouler selon le bon ordre des choses quand Wagner vit le commissaire s'approcher à grands pas, le téléphone vissé à l'oreille. Il eut comme un mauvais pressentiment. Sandra arriva au même moment. « C'était génial, dit-elle, rayonnant de plaisir. J'ai déjà l'article dans la tête. Et demain matin, avant de prendre l'avion, je passerai chez mon disquaire préféré voir s'il n'a pas des enregistrements avec cette formidable chef d'orchestre et ce beau premier violon. Ce serait le cadeau de Noël idéal pour ma mère. Rentrons. Je vais préparer une tisane bien chaude et je pourrai enfin te dire... » Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Le commissaire tapa vigoureusement sur l'épaule de l'inspecteur. « Désolé, vieux. Nous avons un léger problème à régler avant de partir. » Et se tournant vers Sandra. « Madame, excusez ce contretemps, mais il vaut mieux que vous ne nous attendiez pas. Je pense que votre chair et tendre va être mobilisée ici pendant quelque temps. Rentrez chez vous et je vous promets de le libérer dès que possible. Mais j'ai bien peur que ce possible ne soit pas prévu dans un horizon très proche. »« Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Suis-moi. Je t'expliquerai en route. J'ai réveillé tes adjoints, ils nous rejoignent tout de suite. » Wagner, embarrassé, prit le temps d'embrasser longuement Sandra. « Que veux-tu ? La justice, c'est comme les assassins, ça n'a pas d'heure. »« Je sais, et puis ça ne fait rien. Je boirai ma tisane toute seule, en rêvant au merveilleux premier violon que j'ai vu ce soir. » Le commissaire écoutait et s'impatientait, mais Wagner, visiblement, n'en avait rien à foutre. Oui, mais qu'est-ce que peut faire un pauvre inspecteur de police face au talent inégalable d'un musicien ? Rien. Si, il peut faire quelque chose. Quoi ? Rentrer le plus vite possible, car sa dulcinée compte bien rester éveillée pour l'attendre. Elle a quelque chose d'important à lui dire, loin de toute oreille indiscrète. Du coin de l'œil, il pouvait voir le commissaire qui l'attendait, fébrile. Message entendu. Je fais au mieux et je te rejoins au plus vite. Il était 3h42 du matin quand Wagner rentra. Sandra dormait du sommeil du juste. Il se glissa doucement dans les draps bien chauds. Sandra ne se réveilla pas. Rêvait-elle du premier violon ? La suite est dans les autres pages. J'aimerais juste saluer la présence de Claude Lenners, qui est musicien, compositeur, et c'est le seul personnage réel dans ce livre, voilà, qui est ici aussi. Je vous remercie tous les deux. On va juste parler quelques secondes, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Merci à vous deux pour cette lecture cabaretesque. Je pense que c'est un néologisme qui pourrait passer pour vous. Il y avait une phrase dans ce que vous avez lu, « Le bruit de bouteilles débouchonnées », c'était là où tout a commencé. C'est ça aussi pour ces romans ? Est-ce qu'on dit la vérité ou pas ? C'est pas à la première bouteille. C'est jamais à la première bouteille que ça commence. Ok, voilà. Il y en avait plusieurs avant. Très bien. Plus qu'un et des roman... pizzas aussi, hein ? Les pizzas jouent un grand rôle aussi dans l'écriture. Oui. Ok. Vous écrivez roman noir, on a l'impression un peu que ce soit plutôt une satire, une critique sociétale. Quel était le but ? Est-ce qu'il y en avait ? Ou c'était tout simplement la joie, puisque vous lisez un peu comme un vieux couple qui s'entend très très bien, qui se connaît depuis des années et des années. Oui, on se connaît depuis l'enfance, non ? C'est ça ? On se connaissait sans se connaître pendant longtemps. Mais oui, en fait, peut-être qu'on peut le décrire un tout petit peu comme ça. L'idée du roman noir nous intéresse beaucoup, mais ça nous intéresse aussi de mettre beaucoup d'humour dans cela, et en même temps, peut-être mine de rien ou en passant, de décrire aussi un peu notre monde et un peu ses travers. Donc, tout ça se mélange un peu. C'est clair que ce sont des romans profondément situés au Luxembourg, ça c'est très clair. Et évidemment pour les deux premiers, dans le monde culturel, pour des évidences évidentes.